Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission d'Homme en Lumière. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Élise Miquel. Bonjour Élise. Bonjour, bonjour, ça me fait bien plaisir d'être là et de pouvoir partager Euh, avec toi, répondre à tes questions, mhm, voilà, te dire, ce que je peux te dire. ouais, merci. Pour commencer, Élise, est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui nous regardent ou qui nous entendent, qui tu es, un peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, bien sûr, moi je suis Elis Michael, je suis, coach professionnel, coach de vie. Alors après mon parcours est semé de d'aventures et d'originalité, on va dire. Hem, hem, ça va faire 15 ans que je suis en couple avec une merveilleuse femme avec laquelle, je découvre, les mystères et la magie de la relation et de ce qui fait un homme, de ce qui fait une femme et de ce qui fait, un couple, une famille et voilà, c'est une des choses importantes de ma vie et donc au fur et à mesure de mon parcours, donc j'ai 33 ans, donc je suis pas très vieux et mon ma du coup, ça fait 15 ans que je suis avec cette personne, donc ça fait, depuis que j'ai l'âge de 19 ans tu bien que de 19 ans à 33 ans, on en fait du chemin et c'est un moment où on a de l'énergie dans la vie, où il se passe plein, plein de choses et donc j'ai partagé ce chemin avec ma femme et on a découvert beaucoup de choses, notamment, le chamanisme, notamment les notions de polarité dans le couple, notamment le coaching, le fait de pouvoir aider les gens à se sentir mieux dans leur vie, à se sentir plus dans leur axe, tu vois. Et donc voilà, je fais mon chemin au travers de multiples expériences, les voyages, les rencontres avec les autochtones, les plantes. J'ai marché sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle pendant plusieurs mois. J'ai, voilà, j'ai fait des retraites de méditation, de yoga depuis longtemps. Et puis, j'ai pas mal étudié aussi les notions de vibration, la physique quantique qui est liée à cette chose-là, pour qu'on puisse manifester dans notre vie en fait ce qu'on désire. Et donc ça m'amène à vrai dire l'année dernière où j'ai découvert à proprement parler le coaching. Et je me suis dit que tout ce que je savais, toute la liberté que j'avais dans la vie, je pouvais pas la garder que pour moi. Je devais, partager ça pour aider les gens à se sentir, libres, en fait. Alors évidemment, c'est un chemin, hein, c'est pas: «Je suis libre un jour», c'est, «Je me libère tous les jours un peu plus», plutôt. Et donc voilà, où j'en suis aujourd'hui, c'est ça, c'est, d'aider les autres, donc j'ai mon entreprise de coaching et j'aide les autres à, à avancer vers leurs rêves, à déployer leur leadership, à déployer leur confiance en eux. Tu sais, quand tu as confiance en toi, que tu crois en toi, en fait, que voilà, les pensées qui te traversent te paraissent justes, ben, tu fais des choses incroyables dans ta vie parce que tu as de l'énergie. Beaucoup plus que si tu doutes de toi tout le temps. Si tu doutes de toi tout le temps, c'est difficile de passer à l'action. Hmm. Et donc voilà, et cette interview, auquel tu m'as convié, pour échanger notamment sur le masculin, me plaît beaucoup parce que cette thématique du masculin et de l'homme mâle, hein, pas de l'humain, c'est quelque chose qui a besoin de lumière, besoin de soins, besoin d'attention, besoin d'intention, de ouais, besoin de nous. Et ben justement, on va éclairer un peu tout ça. Dans Homme aux Lumières, la question toujours phare de départ, c'est la relation avec le père, parce que finalement, en tant
qu'être le premier homme qu'on rencontre sur notre chemin, c'est notre père. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quelle était ta relation avec ton père quand tu étais petit? Quelle est ta relation avec lui s'il est encore vivant? Est-ce qu'elle s'est transformée? Et comment il était avec toi? Tu mets les 2 pieds dans le plat et et donc bah, alors mon père, est encore vivant. Mhm. Je le vois plus trop. Nous avons eu une relation quand j'étais petit, alors faut savoir que j'ai 4 frères et sœurs. Donc mon père a eu 5 enfants avec la même femme. C'était un monsieur qui est encore, j'imagine, très croyant, très, assez rigide, assez inflexible, et donc moi, dans mon enfance, ça m'a posé des problèmes ça. J'ai été beaucoup en con Juste pour situer, tu as dit que tu avais des frères et sœurs. T'es à quel niveau dans la fratrie? Je suis le numéro 2. T'es le deuxième. Je suis le Ok. cadet, ouais. Et donc et mes frères et sœurs, on a tous 2 ans d'écart. Donc tu vois, c'est un groupe compact. Et donc bah, ma relation avec mon père, a été plus ou moins tout le temps houleuse, tout le temps, un peu à couteau tiré, un peu dans la lutte, dans le conflit, violence à la maison aussi. Donc c'était un homme qui avait du mal à tenir ses nerfs et qui avait son lot de souffrances et son histoire en fait, hein, qui se répercutait de façon indéfinie jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête, cette histoire. Et donc voilà, c'était pas forcément un univers très propice à la légèreté, on va dire. Et donc, dans cette relation assez quand même malheureuse avec mon père, pendant longtemps, j'en ai souffert, évidemment, parce que mon père, je le voyais pas. Il travaillait, et puis quand il rentrait, il était de mauvaise humeur. Et donc, tu vois bien ce que ça peut faire. Et donc, voilà, c'était vraiment un homme avec lequel j'avais du mal à échanger dans la paix. En fait, on n'était pas d'accord. Et ça a duré très longtemps. Et je pense qu'on est encore pas d'accord d'ailleurs. Mais dans les années, en fait, au fur et à mesure des années, moi, j'ai appris à me détacher, en fait, grâce à ça. C'est que je le remercie d'une certaine façon, même non, je le remercie vraiment, sincèrement, parce que il m'apprend à me détacher. Il me donne pas le choix, en fait. Avec lui, je dois savoir me détacher. Je dois apprendre à aimer de loin. Avec lui, je dois apprendre à savoir que être un humain, c'est, on arrive seul et on repart seul. Et c'est un chemin avec soi-même. Et du coup, voilà, ça n'a pas tous les jours été facile, hein. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, moi, la décision, par exemple, par rapport à mon père, c'est que je ne peux pas trop être en contact avec lui. Parce que moi, je veux changer des choses. Et les choses que moi, je change sont, impliquent d'une certaine façon son histoire à lui aussi. Et moi, dans ma vie, je regarde ce que j'ai vécu et je choisis de faire la paix avec ça et de me guérir de ça. Et je ne peux pas forcer les autres, et, encore moins mon père, à faire la même chose pour lui-même. Et donc, moi, quand je fais ce travail, je lui mets face à lui-même ses propres ombres. Et je crois qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas vivre ça. Et que vivre ça positivement, ça veut dire qu'on est prêt à changer. Et on ne peut pas forcer les gens à changer. On est obligé de les laisser aller à leur rythme. Ça se trouve, il leur faudra plusieurs vies pour réussir à faire ce pas-là. On ne sait pas où en sont chaque âme, en fait. Donc voilà, c'est une relation plutôt distendue, mais je l'aime de loin. Il m'enseigne de loin. J'ai pas besoin d'être à côté de lui pour apprendre des choses grâce à lui. Ouais, puis on n'a pas besoin notamment quand on travaille sur la lignée, quand on a besoin de leur rendre des trucs, on n'est pas obligé de leur dire non plus s'ils sont Non. enfermés dans des schémas qu'ils peuvent pas entendre. Il y a moyen de le faire de cœur à cœur, même si la personne, enfin le personnage incarné qu'est là ne pourra pas entendre. C'est pas, on n'est pas obligé Mais d'aller
le rentrer dedans, quoi. Mais non. Et D'ailleurs, je pense que c'est une marque d'amour de faire ça. C'est une marque d'amour d'accepter, bah, d'accepter de laisser l'autre, en fait, suivre son chemin et de pas lui imposer, tu vois? De pas lui imposer, ben, de faire comme toi, en fait, parce que c'est une personne différente. ouais. Et quand tu me dis tout à l'heure, donc s'il y a eu beaucoup de confrontations avec ton père. En Mmh. plus, bon, je pense que c'était ton frère qui est au-dessus de toi, non? Qui est un Ouais, frère aîné? Ouais, ouais. donc le premier, toi, t'es le deuxième frère, donc le deuxième homme de la maison. Et comment ça a été les premières fois pour s'affirmer en tant qu'homme face à ton père? Oh! Ça a été, bah, ça a été violent. En fait, moi, j'ai suivi l'exemple, tu vois? J'étais le deuxième, mon grand frère avait de la brutalité évidemment, enfin, il s'en est pris plein la tronche. C'est le premier à s'en être pris plein la tronche. Si tu veux, on est 3 frères, 3 garçons et ensuite 2 filles Hmm. et donc surtout mon grand frère et moi, disons qu'on a essuyé les plâtres de la paternité, tu vois? Et et donc moi, j'ai essayé d'éviter au maximum de rentrer dans les mêmes jeux de pouvoir que ce que faisait mon grand frère avec mon père. Parce qu'il se foutait sur la tronche, moi je pouvais pas. Moi j'avais pas envie de me battre en fait. Physiquement, ça me saoulait et hem et donc moi j'étais plus à voilà, aller traîner avec ma mère, plutôt rentrer dans un contact avec ma mère plutôt qu'avec mon père. Donc plutôt à fuir et donc dans l'affirmation par rapport à lui, bah, j'étais obligé d'être rebelle en fait. Tu vois? Pour un exemple, j'ai rencontré, ma merveilleuse épouse en 2008. En 2008, mon père, il a mis 8 ans avant de lui adresser la parole et Ah avant de lui ouais, dire et avant de l'accueillir, tu vois? Et tu sais comment il l'a fait? En fait, il l'a accueilli le jour où on a accepté de se marier. Allez, de se marier, tu vois? Juste de se marier. Genre, on n'était pas mariés, genre, ah, elle n'existe pas, quoi. c'était le principe, c'est marié, c'est OK, Ouais, et pas marié, tu fais pas encore partie de la famille, parce que ça peut ouais, changer. Alors que là, une fois que c'est marié, c'est à la vie, à voilà. la mort, c'est acté, quoi. Ouais. Non, puis même, c'est non seulement tu fais pas partie de la famille, mais tu es dans l'illégalité. Tu dois t'en aller. Tu dois pas être là. Genre, tu vois, c'est pas la bienvenue limite. Tu as vraiment ce côté et donc c'était franchement dur à vivre. Puis pour ma femme, ça a été horrible aussi pour elle évidemment. Bienvenue dans la famille. Je te présente mon père. Enfin non, je te présente pas du coup parce que enfin, c'était épique. Donc il a mis, voilà, il y a moi j'ai un peu ce rôle-là, on va dire. Je fais les choses, il est pas d'accord, je les fais quand même, tu vois. Mais je suis dans une, par rapport à lui, je suis dans une mer de noir. Je suis, voilà, je demande pas l'autorisation, je fais comme bon me semble. C'est pas du tout ce qui est recommandé par lui, tu vois. Il y a encore c'est bon, t'as encore des années devant toi pour que ton père il s'adoucisse et il revienne te voir en disant, t'avais raison. T'as encore 15-20 ans pour ça. J'imagine, je sais pas quel chemin il va faire et je pense que comme tout le monde en ce moment, bah, il est confronté au fait de devoir évoluer. Et donc, voilà, oui. Et d'ailleurs, je l'accueillerai avec les bras ouverts que le jour où il me dira toutes ces choses-là, tu vois. Il me dira, non mais n'importe quoi, 8 ans, non mais, oh là là, désolé, quoi. Eh oui. Ah, mais ça arrive. Souvent, ça arrive avec le plus tard, quoi. Ça arrive avec le Mm. temps, quoi. Puis des Ouais, puis fois, je pense qu'il... ouais, vas-y, Pardon. vas-y. Et je me dis que ça arrive aussi parce que ça risque plus d'arriver si moi je vais à fond dans ma vie. Oui. Tu vois, si je résiste à ma vie aussi, parce que je suis attaché à certaines choses, et ben dans ce cas-là, il n'a jamais vraiment l'occasion de sentir le, la séparation, tu vois. De Mm. sentir le waouh. Si je veux pouvoir voir cette personne, je dois faire des choses à l'intérieur de moi. Tu sais, quand les êtres sont libres et totalement indépendants, la seule chose qui va venir les lier après, ce sera le cœur, en fait. Mm. Donc, si tu cherches un lien, il va falloir que tu travailles sur ton cœur, en fait, sur ce qui se passe dans ton cœur. Ouais, et puis des fois, enfin, moi je vois avec mon père ce qui s'est passé, c'est que des fois, ils peuvent reconnaître des choses, mais ils vont pas pouvoir. Enfin, mon père, il a pas pu le nommer, quoi.
Même Ouais, si oui, il a pu reconnaître qui j'étais et se dire, ah, mon fils, j'en suis fier, mais il me l'a jamais dit, il a jamais des mots, mais je sais qu'il y a des choses en lui qui ont basculé, mais mm, il a jamais pu le verbaliser, quoi. Donc, tu vois, je me dis peut-être ouais. que ton père, à un moment, il pourra admettre qu'il s'est trompé, de se dire, OK, il va peut-être revenir vers toi, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont jamais sortir de, de sa bouche, mais tu sauras que c'est OK, quoi. Bah oui, et Dans de les tout. actes, ou dans des gestes, ou dans des trucs comme ça, dans des comportements, mais... Hmm. Bah, je sais pas si toi ça te parlera, mais moi je sais déjà que c'est OK en fait. C'est-à-dire que je ressens de la gratitude envers lui. Je ressens de l'amour envers lui. Donc pour moi, c'est déjà OK en fait. C'est pas parce que physiquement on peut pas se voir que. Si c'est comme quand quelqu'un meurt. Quand quelqu'un meurt, il y a des sociétés dans lesquelles les gens pleurent et sont tristes, et deux sociétés dans lesquelles les gens dansent et sont joyeux. Comment c'est possible un truc pareil, tu vois? Après, voilà, il y a quelque chose à investiguer là-dedans. Et ben voilà, pour moi, la séparation, ça n'existe pas vraiment en fait. À partir du moment où il y a eu une expérience en commun, bah, on a échangé énergétiquement et du coup on se connaît, et que à partir du moment où il y a ce lien, on peut s'aimer n'importe où dans l'univers en fait. Et qu'on soit là physiquement ou pas, que la personne soit vivante ou pas. Et c'est ça qui est chouette en fait, c'est que même si il dit pas de mots, même si là dans cette vie-là il a rien changé, j'attends strictement rien. J'attends pas fait qu'il continue à faire ce qu'il a à faire. Avec moi, il a fait tellement. Il a fait tellement voilà, il m'a rendu un service énorme. Hmm. Donc c'est Il t'a donné la vie. Mais rien que pour ça, souvent, c'est ce qu'on oublie quand on travaille sur soi, on voit les ombres, le transgénérationnel, et en fait, on oublie de dire que, eh ben, enfin, nos parents nous ont donné la vie, quoi. Ça veut dire que déjà, ils exact. nous ont permis qu'on puisse faire cette expérience d'incarnation, et quoi qu'on en dise, ils ont quand même pris soin de nous, quoi. Bah ouais. Même s'ils étaient bancals, même s'ils n'ont pas su faire, qu'ils ont fait comme ils ont pu, eh ben, ils ont quand même pris soin de nous jusqu'à qu'on Mmh. puisse marcher, se nourrir nous-mêmes, prendre soin de notre hygiène. Donc, rien que pour ça, il y a à avoir de la gratitude parce que merci, sinon je serais pas là, quoi. Bah ouais. Après, oui, chacun son chemin, chacun ses écueils de vie et ses Mmh. expériences, mais c'est Et chouette. tu vois, ce cheminement, pour moi, tu vois, il m'a donné la vie, merci, parce que tu as ouvert la porte pour que je puisse passer et pour que je puisse avoir cette existence incarnée. Et puis en plus, tu m'as fait vivre des expériences. Tu m'as pas donné le choix, tu m'as mis le bain dans l'eau froide, toi, tu m'as mis dans l'eau froide. Tu m'as fait vivre l'expérience. Alors moi, j'ai deux choix, c'est soit je subis ma vie, et donc je subis l'expérience que tu m'as fait vivre, et donc je suis une victime, et donc et je souffre pour l'éternité. Ou soit j'accepte de pas subir ma vie et d'accueillir cette expérience comme une grâce, et comme elle est où la leçon que je dois apprendre dans cette expérience? Qu'est-ce que je dois apprendre moi qui va me permettre d'aider tout le reste du corps de l'humanité, tu vois, de remplir mon rôle, de remplir ma mission sur cette terre. Et cette, cette leçon-là, en plus de la vie, c'est une leçon qui peut s'étirer dans le temps quasiment à l'infini. Mm. Je veux dire, tu jamais fini de dire merci, d'avoir appris, je sais pas moi, d'avoir appris que enfin moi je sais que j'aurais jamais fini de dire merci, d'avoir appris à aimer de loin, Mm. d'avoir compris que l'humanité, on peut pas vivre tous au même endroit. On est Ce obligé de serait trop savoir étroit. oui, on est obligé de savoir aimer de loin et de se Mm. libérer, d'accepter ça, d'accepter que l'amour, il a pas de frontières, tu vois? Il a pas de limite ni dans le temps ni dans l'espace, il est instantané tout le temps dans le moment présent, et que quand tu es là-dedans, tu as pas besoin d'être avec les gens pour les aimer. Tu as pas besoin qu'ils aient des conditions. Tu as pas besoin qu'ils remplissent des cases en mode il faut qu'ils soient comme ci, qu'ils soient comme ça. Non, tu t'en fiches parce que c'est juste des humains, et que bah, qu'est-ce que tu m'apprends en fait? C'est tout. Mm. Après, j'ai l'impression que c'est comme si les parents ils servent de déclencheur. Parce que enfin, moi, dans l'expérience que j'ai eue, c'est comme s'il y avait enfin, une première période de la vie où tu sais, tu te bats contre les conditions, comme tu disais, ah, tu m'as mis dans l'eau froide, ah, c'est ta faute si je suis comme ça, machin, et puis c'est la faute de mes parents. Puis, arrivé à un certain temps, quand tu as bien été malaxé par tout ça, tu passes tu sais,
le truc où ça s'inverse. Ou alors avant, tu dis oui, c'est ta faute. Et puis après, tu dis ah ben merci parce que grâce à toi, je suis comme ça. Mm. Mais il y a un temps de malaxage et c'est comme si une fois que ce premier, on va dire, cette première inversion, elle est passée par les parents, et ben après, on accepte beaucoup plus tu sais, les événements de la vie. Tu vois, comme tu disais, j'ai pas fini de dire merci, mais c'est parce qu'une première fois, on arrive à dire merci à ses parents. Ok, c'est grâce à toi maintenant que j'ai ces compétences et que ces qualités, qu'après, c'est plus facile d'accepter la vie, de pouvoir voir les opportunités qu'il y a, quoi. Mais Bah tant qu'il oui, n'y a pas ce premier écueil de la lignée, c'est difficile de pouvoir accepter la suite, quoi. Et en plus, après, ça va beaucoup plus vite pour accepter bah oui. l'inconfort des conditions Bah, de tu l'acceptes. l'expérimentation. Tu l'acceptes, tu sais que tu faut pas perdre de temps, ça sert à rien de perdre de temps, tu l'acceptes tout de suite et puis c'est bon, tu vois. Tu fais le taf Mm. d'office, ça va. Ah, parfois c'est dur, évidemment, il y a toujours du défi, du challenge, mais ouais, c'est vrai que tu peux l'accepter, tu l'acceptes beaucoup plus vite. Mm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais voir enfin, c'est quoi l'héritage de ton père? Qu'est-ce qui t'a transmis finalement? Comment tu vois ça Euh, aujourd'hui? Pardon? Comment tu vois ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a transmis? Bah, d'une certaine façon, il a jamais rien lâché, tu vois. Le mec, il est quand même capable de tenir 8 ans, sans dire bonjour, sans adresser la parole. Enfin, il lâche pas, tu vois. Du coup, bah, moi, il m'a appris l'inverse. Il m'a appris à jamais abandonner, à toujours y aller, tu vois, à faire. Non, mais quoi qu'il en coûte, en fait. Ok, tu résistes, je résisterai tout autant et plus encore. C'est même pas je résisterai, c'est tu sais, c'est comme l'océan. Tu peux te mettre une falaise, mais moi, je vais venir vague après vague, après vague, après vague, après vague, jusqu'à ce que ça s'effondre. Et du coup, il m'a donné cette niaque-là, tu vois. Et il m'a donné cette envie d'arrêter certaines choses. Il m'a transmis j'en peux plus. Tu sais, c'est trop pour moi. Il faut que je change des choses. C'est comme si lui, c'était le bouton qui était un peu mûr, toi. Et puis moi, j'arrive, ça y est, je suis le bouton mûr, c'est bon, ça explose, tu vois. Hmm. Et lui, il m'a transmis. Et du coup, avec mon fils, je vois bien parce que je vois mon fils grandir, passer par les étapes par lesquelles moi, je suis passé. Donc, ça me renvoie toute mon histoire dans la tronche. Et je le fais au fur et à mesure. Il m'aide tellement. Parce que je vois l'exemple que j'ai eu au travers de mon, de mon automatisme, on va dire, de ce que je fais spontanément. Et du coup, je peux rectifier le tir au fur et à mesure. Je peux modifier tout ce qui a besoin d'être modifié au fur et à mesure. Et d'ailleurs, l'année dernière, c'est un truc incroyable, c'est produit. C'est mon fils a fait quelque chose. Et quand mon fils a fait cette chose, j'ai vu mon grand-père. Il a fait, je sais plus, un truc, genre, un petit truc, tu vois, un truc, je sais plus ce que c'était. On était dans la cuisine et il a dû me donner quelque chose et il m'a dit et j'ai vu mon grand-père. Ça m'a fait faire un vol, dans le passé en mode, aller direct, va voir ce qui s'est passé à ce moment-là et tout et j'ai compris plein de choses. J'ai compris que mon grand-père, avait vécu des trucs trash, tu vois? C'était un homme du 19e siècle. Non, du 20e siècle, le 20e siècle. Le 20e siècle, c'est le siècle des guerres. Il est né en 1912 et donc il a vécu des choses, voilà. Il a perdu sa mère quand il avait 5 ans. Son père lui a interdit d'en reparler. Il a interdit à tous ses frères: «On n'en parlera plus maintenant, on n'en parlera plus jamais». Donc, tu imagines un enfant de 5 ans qui perd sa mère et il ne l'a pas vue depuis 2 ans. Elle était dans la chambre d'à côté, mais il n'avait pas le droit d'aller la voir. Et quand le jour où elle meurt, l'enterrement, son père lui dit: «Maintenant, on n'en parlera plus jamais». Donc, il a 5 ans à ce moment-là. La blessure à ce moment-là, elle est tellement immense qu'il a été incapable, lui, il a été paralysé au niveau affectif avec ses enfants. Il a été paralysé au niveau affectif avec sa femme, avec les gens autour de lui, avec ses petits-enfants aussi. Mais il a trouvé quand même de quoi respirer parce que c'était un passionné de la mer.
Il a perdu sa mère quand il avait 5 ans. Et dans sa carrière, il a eu 56 bateaux différents. Hmm. Et il a fait des Jeux Olympiques. Enfin, c'était un homme passionné de la mer. Et un copain d'Éric Tabarly, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce monsieur. Et voilà. Et donc, j'ai compris aussi pourquoi mon père il était comme il était à ce moment-là. J'ai fait, mais oui, bien sûr. Il sait pas, il l'a jamais su, il sait pas, il peut pas savoir. Il peut pas savoir comment on fait pour aimer lui non plus, parce que son père lui a jamais montré. Il peut Hmm. pas savoir comment est-ce qu'on fait pour accueillir ses émotions, parce que son père n'a pas eu le droit de le faire quand il avait 5 ans, Ouais. alors qu'il a eu un tsunami dans sa vie à ce moment-là. Et il s'est raccroché à autre chose, il n'avait pas l'émotionnel, donc il s'est raccroché au principe, quoi. À Ouais, quelque chose exactement. de hors émotionnel, quoi. Totalement rigide et inflexible. Hmm. Et donc j'ai compris plein de choses à ce moment-là. Hmm. Et justement, tu me parlais de ton fils, du lien avec ton fils. Est-ce que tu te vois des fois agir avec ton fils de manière en opposé de ce que t'as pu faire, ce qu'a pu être ton père avec toi? Tu vois, de voir entre je fais ça parce que je me construis en opposé du père ou je fais ça parce que c'est juste. Tu vois, est-ce que des fois tu te vois fonctionner dans ces fonctionnements? C'est du style, Alors, je veux surtout pas être comme mon père, donc je vais faire quelque chose qui va être à l'opposé, mais qui peut des fois être aussi un petit peu désaligné, quoi. carrément, carrément, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, bah, en fait, mon père est une personne assez extrême, tu vois? Donc, c'est un peu facile d'être de l'autre extrême. Tu vois? Et donc je me sens ce que je fais dans ma vie paraît complètement extrême à côté de lui. Parce que lui, par exemple, un exemple, j'allais à l'école et je le voyais très peu, mon père. Il travaillait tout le temps, il travaillait le samedi, je le voyais le dimanche, c'est tout, quoi. Et le dimanche, c'était une journée chiante parce qu'on allait à la messe et que c'était relou et que enfin voilà, tu vois l'histoire. Et et ah mince, qu'est-ce que je voulais dire? Et ah oui. Et ben moi, par exemple, je suis très souvent avec mon fils. Il fait l'école à la maison, c'est moi son maître. Donc tu vois, je suis souvent, très souvent avec lui. Je fais plein de trucs avec lui, c'est moi qui lui apprends. Je suis son maître pour tout, son maître. Voilà, on vit ensemble, tu vois. Et donc c'est un choix très différent que j'ai fait, qui paraît être un peu l'opposé de ce que mon père a pu faire avec moi. Mais pour autant, dans ce choix-là, moi, je me sens heureux, tu vois. Pour moi, c'est une grâce inouïe de pouvoir assister à la croissance d'un enfant et pouvoir lui transmettre le plus de choses possible pour qu'il soit le plus paré possible dans la vie. En ça, je fais quelque chose de très différent de mon père, mais je me sens quand même dans mon axe. Alors, certainement qu'il y a des choses que je peux faire par réflexe, mais l'avantage, c'est que je suis pas tout seul. Hmm. Oui. Tu vois, j'ai une femme qui m'aide aussi parce qu'elle me donne une autre perspective. Donc, c'est pareil. Tu vois, c'est ça, c'est l'avantage du couple, encore une fois. C'est quand on est 2, il y en a un qui fait un truc de travers, l'autre, il est là pour, voilà, pour contrebalancer et c'est jamais le même. Bah, tu sais, quand il y en a un qui va un peu dans un extrême parce qu'il est déclenché émotionnellement, parce qu'il répète un truc automatiquement, bah, l'autre, il est là pour le dire en mode: Hmm. «Tu sûr que ça, c'est OK?» Puis quand on est ouvert, Hmm. bah, dire ça, Ok. bah, c'est Ouais, je crois sincèrement, parce que je discutais ce matin enfin, avec quelqu'un d'autre, justement, du couple, et je crois vraiment que le chemin d'évolution qui arrive, c'est l'alliance, quoi. L'alliance, c'est que se construire, c'est pas se construire tout seul en tant qu'homme, c'est se construire en complétude avec la personne qui nous accompagne, et que de plus en plus, moi, enfin, je vois autour de moi des gens qui accompagnent en couple, enfin, qui accompagnent à deux. Enfin, moi, par exemple, ma femme est thérapeute, on fait des choses chacun de notre côté, mais on accompagne aussi des groupes ensemble. Et je vois de plus en plus des gens qui se mettent justement au bout d'un certain temps, qu'on fait du chemin, mais commencent à se poser en couple pour accompagner, parce que il y a une sorte d'équilibre d'énergie qui fait que c'est plus du féminin ou du masculin, mais c'est une alliance qui transmet, mmh, quoi. bah, Et ça, ouais. je pense que c'est vraiment le pas d'après, quoi. Ouais Donc et c'est puis, chouette. c'est un endroit tellement privilégié, le couple.
Parce que dans le couple, tu, tu, tu peux mettre beaucoup, beaucoup de ton intimité. Et donc, aller explorer vachement profondément qui tu es et ce que tu ressens. Et puis, voilà, l'amour, c'est l'entraide, c'est se stimuler les uns les autres. Quand on est en couple, t'as une alchimie qui se produit forcément. Et quand c'est équilibré, bah, en fait, c'est une entité tellement créatrice. Ça génère des nouveaux êtres humains, ça crée, enfin voilà, ça peut créer plein, 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 plein de choses, un couple. Ça peut changer le monde, en fait. Parce qu'il y a une espèce de, bah, en fait, c'est comme s'il y avait tout ce dont il y avait besoin. Mm. Et donc, Il y a tous les ingrédients. tous les ingrédients sont là. Donc, la magie, si c'est bien vécu, ouais, si c'est bien intégré, c'est magique en fait. Mm. Et, Élise, est-ce que tu aurais à nous partager des événements qui t'ont vraiment, des événements marquants dans ta vie, des événements qui t'ont construit en tant qu'être? Ouais. Euh, les événements qui m'ont construit, bah, nécessairement la rencontre avec ma femme. euh, En 2008. Euh, Un événement qui revient, même qu'il soit un petit, grand, ou tu vois, un événement où tu sens qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé à ce moment-là et une clé, quoi. Clairement. Bah, en fait, c'est un peu tout venu en même temps, je vais te dire. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en fin de lycée où j'étais au bout de ma route, tu vois. Je me suis dit, OK, là, je vais rentrer dans une nouvelle vie, je vais plus être dans ma maison avec mes parents, donc je vais être dans quelque chose de très, très nouveau. Et j'ai pris le pli tout de suite, en fait. Je me suis lancé dans tout en même temps à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai rencontré ma femme. À ce moment-là, j'ai rencontré la méditation. À ce moment-là, j'ai rencontré euh, le contact avec la nature. J'ai rencontré, tu vois, des plantes chamaniques un petit peu après. Mon chemin d'homme, il est vraiment commencé à se construire quand j'ai quitté mon foyer, quand j'ai quitté le foyer de mes parents. Et donc, 2008, la rencontre avec Margot, la méditation, que j'ai pas lâché jamais. Une fois que j'ai compris ce truc-là, qu'on pouvait regarder à l'intérieur de soi et qu'on pouvait en fait être totalement libre. Eh ben, j'ai jamais pu lâcher ce truc-là, c'est pas possible. Après, 3 ans plus tard est venue la rencontre avec les plantes, je te parlais de la rencontre avec la nature, c'est cette prise de conscience de waouh, ok, j'habite sur une planète, il y a beaucoup de pouvoir sur cette planète, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de possibilités. Je suis un humain, la nature est là avec moi. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je dois faire quelque chose avec cette nature, je dois la comprendre, la connaître, je dois me rapprocher d'elle. Et, et la dernière chose qui continue à me construire, c'est la naissance de l'arrivée de mon fils, qui est pour moi une étape initiatique monumentale sur mon chemin. Euh, Quand mon fils est arrivé, il y avait une intention. Moi, j'avais mis une intention. Moi, je voulais ouvrir ma vie à ce dont la vie avait besoin et Mm. me mettre au service de la vie pour élever l'être humain dont la vie, dont l'humanité a besoin aujourd'hui. Et donc, forcément, avec une intention pareille, quand l'être humain arrive, il y a une responsabilité énorme qui vient. Et cette responsabilité, c'est de jamais me mettre au travers de la route, de jamais me mettre au travers de son passage et de l'aider, au contraire,
de l'aider à grandir. Et donc, évidemment, ça me force à enlever toutes les barrières qui sont à l'intérieur de moi, toutes les choses que j'ai appris qui sont tordues, de faire toutes les réparations techniques qu'il y a besoin de faire, toutes les guérisons qu'il y a besoin d'appeler. Donc, je dirais ça pour le troisième événement marquant, la naissance de mon fils. Hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, c'en est un autre, aujourd'hui, là, parce que je suis en train de déménager, je suis en train de quitter la France. Et c'est intense comme décision. Hem, Tu vois, dans ce déménagement, moi, je me détache de tout. Je pars, avec ma famille, avec ma femme et mon fils, et on part avec presque rien. Donc, Pour quelle destination? on va au Portugal. Ok. Dans un premier temps, c'est là-bas qu'on va atterrir. Hmm. Et ouais, je sens que ce moment que je suis en train de vivre là, c'est un grand moment. Hmm. Une belle étape. Ouais. Hmm. Et tu nous parlais de la naissance de ton fils. C'est quoi peut-être la chose la plus dure ou la plus marquante de passer de homme à père? Le passage de homme à père, attention, hein, attention, attention, hein. C'est quelque chose, hein. On n'est pas vraiment prévenu, hein. Le passage de homme à père, c'est le test ultime. Pour moi, c'est la plus grande claque que tu prends dans la tronche dans la vie. C'est ouf. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai pas de vacances. J'ai plus de vacances. Et ouais, le passage de homme à père, c'est pour moi, c'est là que tu te retrouves face à ton histoire. C'est vraiment l'univers, la vie qui te met. Alors voilà, t'en es là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et selon ta décision, de ce que tu fais avec ça, ça peut déchirer ton couple. Ça peut foutre beaucoup de bordel. Beaucoup, beaucoup de bordel. Ça peut être très dur. Et, mais même si tu prends la décision bah ouais, de relever le défi, même, c'est dur quand même. Et c'est vrai que c'est un beau passage, le passage de homme à père. C'est un passage où tu prends d'une certaine façon la mesure de ce que c'est que d'être un être humain, de la puissance que ça renferme. Parce que tu manifestes de la vie. Mais un humain, c'est pas rien. Un humain, ça peut faire des choses immenses. Donc, c'est du lourd, ce passage de homme à père, de jeune adulte à père. Hmm. Hmm. C'est que le premier, après tu verras les autres. Je les attends. Je les attends, mais j'ai le sentiment que le premier, c'est vraiment. Parce que tu vois, le premier enfant, tu as tout le stress de l'inconnu, de la découverte. Je veux dire, moi, je me souviens quand on est rentré de la maternité, j'avais mon petit dans les bras, avec Margot qui marchait à côté de moi. Je me disais, j'avais l'impression de l'avoir volé. Je me disais, qu'est-ce que je fais avec lui? On fait quoi Vite, maintenant? On a vite, le droit de la partir? voiture, démarre, on s'en va avec. Mais c'est le nôtre. C'est ça, c'est genre, on a le droit de partir avec comme ça y est, et on s'est retrouvé chez nous avec cet enfant. On était là, on a dit, oh là là, quoi. On a un enfant dans notre maison, maintenant il faut s'en occuper. Et puis, au début, tu te dis ça, tu vois. Et dans les semaines qui suivent, tu te rends compte qu'en fait, c'est vrai. C'est pas une blague, c'est pas un rêve, tu vois. C'est un vrai truc, tu vois. Et que ça te prend une quantité d'énergie qui est
assourdissante, qui est ahurissante, et que tu vas devoir bosser en fait. Tu sais, c'est le moment où l'univers il te dit, mon petit pépère, là maintenant c'est fini les vacances, hein. tu vas, tu vas devoir bosser. Je sais pas si toi, je sais pas si tu as des enfants aussi. Si, Ah, moi, ouais, moi j'ai une fille et un garçon qui ont 17 et 14, donc maintenant ok. ils sont plus grands, mais moi c'est le... Quand je parle à des gens qui vont être parents, tu vois, je leur dis, mais en fait, ce qu'on nous apprend jamais, c'est que quand on est jeune parent, on change d'espace-temps. C'est qu'en fait, non, mais c'est vrai, quand le début, quand l'enfant, les 6 premiers mois, en fait, tu vis dans une bulle et tu vis au rythme de l'enfant Mm. et plus du tout dans l'espace-temps des autres. Et d'un coup, ben, manger, dormir, les couches, tu te reposes parce que 3 heures après, il faut que tu reviennes. Tu as des nuits qui sont complètement fracturées, qu'il faut que tu ailles bosser. Et moi, j'avais l'impression de découvrir vraiment une autre part de moi que je ne connaissais pas, qui était l'endurance. Par exemple, tu vois, le deuxième, mon fils, ne s'endormait que sur quelqu'un. Donc, j'allais bosser la journée. Et la nuit, on se relayait avec mon épouse. Et en fait, bah, il s'endormait que sur quelqu'un. Donc, moi, je passais ma nuit dans le canapé avec mon fils sur moi à somnoler. Et après, je me levais, j'allais rebosser, je continuais comme ça. Et là, tu te dis, au bout de 15 jours, 3 semaines, 6 mois, tu te dis, mais c'est pas possible, je vais mourir. Je dors pas. Mais non, en fait, on découvre, ouais, mais c'est comme si, j'ai l'impression que les enfants, ils nous poussent à nous transcender, à nous dépasser et à trouver des parts de nous qu'on n'aurait jamais pu trouver ou aller voir si on n'avait pas vécu cette expérience. Et pour moi, c'est un accélérateur d'expérience. Ah bah oui. Et puis vraiment, cette notion ouais, en fait, vraiment, cette notion de changer d'espace-temps et de vitesse, quoi, de se dire, mais quand tu as un enfant en bas âge, au tout début, les premiers mois, ben, tu n'as plus de vie sociale, tu n'as plus d'amis, enfin, t'as plus rien parce que tout est centré là. Et en même temps, moi, je trouve ça hyper touchant. Comme tu dis, la première fois, tu sors, t'es chez toi avec ce bébé-là, de, de te dire, mais en fait, maintenant, la vie me dit que c'est moi qui en suis responsable, quoi. Tu sais, c'est comme si on passait d'un truc où d'être libre, de faire de vouloir, de sortir, de faire ce qu'on veut, puis d'un coup, la vie amène à merde, je suis responsable d'une vie, quoi. Donc je peux plus faire n'importe quoi. Et puis c'est l'inconnu. Comment je m'en occupe, quoi. C'est c'est génial. Ah, mais carrément, c'est l'inconnu. Et puis, ça ne fait que s'accumuler parce que il grandit en même temps très vite, tu vois. Donc, si tu viens juste de t'habituer à un truc, il faut déjà que tu te réhabitues à autre chose, tu vois. Et puis, tu commences à percevoir après ce qui t'attend. Tu fais wow, wow. C'est vrai que c'est très intense. Et c'est vrai que ça change d'espace-temps. Je suis bien d'accord avec ça. On est absorbé dans quelque chose de différent. Et tu sais, c'est ce moment, moi, je me disais ça. Mais on faisait quoi avant? Mais qu'est-ce qu'on faisait avant, toi? Genre, tout ce temps, qu'est-ce qu'on en faisait? Et en fait, tu te dis, mais ça contracte le temps, ce truc. Ça le densifie. Ça fait que finalement, tu trouves quand même un moyen de faire tout ce que tu as à faire. Mais il y a nécessairement plein de choses qui sont filtrées, quoi. Évidemment, Ouais. tu vas plus te foutre une tweet le mardi soir parce que tu as envie, tu vois, parce que tu as envie d'aller voir les copains. Bah non, le mardi soir, tu as des trucs à la maison. Non, moi, ce que je trouvais intéressant dans l'expérience, c'est quand tu dis ça filtre, mais c'est comme si la vie d'avant, il y avait plein de choses dont on pouvait pas se rendre compte, qui étaient essentielles et pas essentielles, des trucs futiles, et d'un coup, ça fait comme un tamis. Et vu que tu as Mm, moins de temps et moins d'énergie, eh ben, tu es obligé de te concentrer sur des choses qui te mettent vraiment envie. Et finalement, ça passe au tamis toutes les choses qui étaient peut-être pas essentielles ou qui te faisaient aller un peu en dehors de ta route, que ça soit relationnel dans les activités, et que finalement, ben, avec le peu de temps que tu as, tu gardes des choses qui te nourrissent vraiment, quoi. mm. Donc, finalement, ils nous aident aussi, les enfants, par ce filtre-là, par ce tamis-là, à être plus dans notre voie, quoi. Et à moins nous éparpiller. Moi, j'avais cette sensation. Ouais, ouais, ouais. Ah bah c'est sûr, hein, tu vas à l'essentiel. Tu peux plus faire les choses comme avant. Mais c'est bien aussi parce que tu sais, on peut s'éterniser dans cette espèce de vie confortable où finalement, t'as jamais vraiment de responsabilité grave, tu vois. Et donc, bah, rien n'a trop d'importance. Et tu vis dans cette espèce de superficialité où ta vie, euh, tu la vis en surface en fait.
tu vas pas explorer au fond ce qui se passe. Et donc, tu n'as jamais vraiment conscience de tout ce que tu peux faire, en fait. Je trouve que l'enfant, quand il arrive dans notre vie, il nous fait une telle sortie de zone de confort que tu apprends en 1 an ce qu'il t'aurait fallu 40 ans pour apprendre si tu n'avais pas eu d'enfant, tu vois. Tu apprends à pas perdre ton temps, par exemple. Hmm. Tu apprends à moins perdre ton temps. Parce que tu sais que quand il faut que tu te poses, il faut que tu te poses, par exemple. Tu n'es plus là à dire ouais, ouais, je me poserai plus tard. Non, non, là, je vais me poser maintenant parce que plus tard, je ne sais pas si je pourrais. Parce que surtout, j'ai pas dormi depuis 2 jours. En plus. Aïe, aïe. Ah, c'est chouette. Mm. Et, Élise, bon, par rapport aux parts d'ombre que tu as alchimisées dans ton chemin de vie, j'imagine qu'il y en a encore devant toi, qui sont au travail. Et justement, bah, sur quelle part de toi tu es attentif en ce moment? Tu vois, sur quelle part non encore alchimisée, toi, tu œuvres ou bah, que tu vois en ce moment pour toi? On pourrait dire face à quelle part d'ombre tu te retrouves à alchimiser quoi, en ce moment? Euh, Bah, tu vois, en ce moment, je fais un défi live. Et ce que je travaille en ce moment, justement, c'est le fait d'accepter d'être moi, tel que je suis. Et d'accepter que j'ai pas besoin d'être plus. Sortir de cette pression permanente, tu vois. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non, non, il faut que je sois moi. C'est ça qu'il faut. Que je sois moi au maximum, le plus possible. Donc, c'est le boulot le plus confortable de la Terre. Être soi, c'est quand tu arrives à être toi et que tu es toi et que c'est être toi qui te suffit, bah, c'est le repos de l'esprit d'une certaine façon. Euh, Notre monde nous pousse beaucoup à nous modeler sur ce qui se passe autour de nous. Tu sais, on nous montre des standards et il faut qu'on se modèle sur ces standards. Et donc, ce que je travaille en ce moment, c'est le fait d'accepter que il n'y a pas de standard en fait. On a besoin d'être unique. On a besoin de 7 milliards d'humains uniques. Et retrouver notre unicité, c'est accepter de juste être simplement qui on est. D'avoir les pensées qu'on a, d'avoir les paroles qu'on a, d'avoir le chemin qu'on a, d'avoir les désirs qu'on a. Et accepter que c'est parce qu'on est nous-mêmes, c'est parce que moi, je suis pleinement moi, que je ne résiste pas à moi-même. C'est parce que moi, je suis pleinement moi que je vais remplir ma mission, en fait. Et c'est accepter que ma mission de vie, c'est d'être moi. C'est simplement d'être moi. Parce que le monde, il a besoin que je sois moi. Il a besoin que je sois pleinement moi. C'est ça qu'il a manifesté. La vie, c'est ça qu'elle a manifesté. C'est ce corps-là, cet esprit-là. Voilà. Et c'est de ça dont le monde a besoin. Alors, ça me met face au doute de moi-même. Oh, mais je peux pas me permettre de dire des choses pareilles. Ah, mais je suis qui, moi, pour dire ça? Ou, non, mais ça va pas intéresser les gens. Non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh là là, le boulard du gars, tu vois, ça me met face à ce genre de choses. Toutes ces petites voix qui viennent te dire, mais non, mais arrête, arrête de croire que toi, tu peux créer. Arrête de croire que toi, tu peux faire différemment. Toi, tu vas faire comme tout le monde, toi. Mmh. Ces petites voix-là. Et je trouve que il y a des outils qui sont super chouettes pour justement se rapprocher de soi-même. Et c'est des outils que j'utilise dans le coaching et c'est des outils que ma femme utilise aussi. C'est notamment le MDR, je ne sais pas si tu connais. C'est, tu vois, c'est aller à la rencontre de toute ta sphère émotionnelle, de toute ta réalité émotionnelle, énergétique au niveau de l'émotionnel. Et d'aller à la rencontre de ça,
avec un regard non jugeant. Tu sais, c'est utiliser les, les comment dire? Le fonctionnement naturel de notre cerveau, de notre corps pour, heu, pour aller explorer nos émotions et les traiter et comment dire? Les aller les incarner et qu'elles soient plus problématiques et planquées quelque part, tu vois? Voilà. C'est aller, moi je vois un peu l'être humain comme une entité et dans cette entité, tu as la conscience, tu vois? Qui va être le soleil et cette entité, c'est l'univers, donc c'est une masse, sombre et cette conscience, elle se promène dans cette masse, dans cette entité et souvent, on a des zones de nous-mêmes qu'on refuse d'aller voir, dans lesquelles on refuse d'aller mettre de la lumière parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a de la peine, parce qu'il y a des choses comme ça et en fait, toutes ces zones qu'on ne va pas visiter, c'est autant de notre pouvoir, c'est autant de notre puissance personnelle, de notre capacité de rayonnement, c'est autant de nous-mêmes qu'on refuse d'incarner, tu vois? Et donc, aller à la rencontre de ces parts d'ombre, de toutes ces zones-là, à la rencontre de nos émotions, c'est, c'est un peu le chemin du moment, le défi du moment. De pas, de pas, fermer les yeux. Tu vois? Quand j'ai une douleur quelque part, eh bien, je me dis, en ce moment-là, je me dis, «OK, qu'est-ce que ça me fait ressentir cette douleur? Elle vient chercher quoi là, à l'intérieur de moi là? Elle vient me montrer quoi? Qu'est-ce que je dois, transformer dans ma vie?» D'ailleurs, par rapport à l'homme, parce qu'on est aussi là pour parler de l'homme, du masculin, eh ben, l'homme, le mâle, il a des conditionnements terribles dans notre société qui l'empêchent d'être un humain, en fait. Ça en fait une espèce de pseudo-pantin, un truc, un peu difforme, plutôt malheureux et qui n'a pas de vraiment de rayonnement, tu vois? Parce que les hommes, on leur apprend qu'ils doivent pas pleurer. Regarde mon grand-père, il a 4 ans, sa mère meurt, on lui dit, «On n'en parlera plus jamais». Ah, je pense qu'il en avait des larmes à pleurer, hein. Ouais, c'est rester sous cloche. Et je trouve que notre travail d'homme aujourd'hui, d'homme éveillé, c'est d'accepter nos larmes, en fait. D'aller les chercher même nos larmes. Franchement, d'aller franchement les chercher. D'aller les ramener sur le devant de la scène, ouais. Nous aussi, on pleure, ouais. Et c'est d'ailleurs que les vrais hommes qui pleurent. Les Et vrais hommes, ils c'est ce pleurent. que c'est ce que disaient les Lakota et les Indiens d'Amérique du Nord, un guerrier, en fait, un guerrier qui ne pleure pas, qui ne montre pas ses émotions, c'est un lâche, quoi. Ah Donc un oui, guerrier pour eux, c'était l'équilibre entre un guerrier et être capable d'aller visiter ses émotions. ah Sinon, oui. un homme qui ne visite pas sa vulnérabilité, c'est un lâche, quoi. Ça Ah, veut il tout fait comme dire, si, quoi. mais non. Il fait comme si, mais il joue pas dans la même cour, en fait. Mm. Et la réalité émotionnelle de l'homme, elle est là, en fait. On a des émotions, on a des sensibilités et je reviens sur l'histoire de mon grand-père parce que c'était intéressant. Du coup, je me suis rappelé de cette histoire et j'ai pas voulu la laisser comme ça, cette histoire. Donc je me suis connecté à mon grand-père. Je suis allé dans la forêt. J'ai fait ça plusieurs jours d'affilée, tout seul dans les bois et je me connectais à mon grand-père et je me connectais à l'immensité de sa peine et c'est moi qui ai pleuré ses larmes. Parce que fallait que ça sorte, tu vois? Parce que moi, je suis le petit-fils. Parce que moi, je l'ai à l'intérieur de moi, cette peine. Elle m'a été Ouais. transmise au travers de ce que mon père m'a transmis énergétiquement, je l'ai reçu et que les hommes se connectent à leurs larmes, c'est tellement le meilleur moyen pour lâcher toute la pression de la lignée des hommes qui en ont chié, qui en ont chié. Parce qu'on leur a dit, «Vous devrez vous entretuer». Ça fait des milliers d'années que les hommes sont éduqués dans l'idée d'être capables de tuer leurs propres frères. On leur dit: «Tu ne pleures pas, tu dois pas être sensible parce que tu vas devoir tuer des gens».
et tu le feras. Et il y a combien d'hommes qui se sont entretués? Et les hommes vivent avec ça énergétiquement. C'est une égrégore qui existe. On est porteur de ça. On a tous un parent, un grand-parent qui s'est retrouvé dans ce genre de, en tout cas en Europe, qui s'est retrouvé dans ce genre de truc, hein, à la guerre, en train de trouver la peau de ses voisins. On a tout ça à l'intérieur de nous, cette peine immense. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous d'aller la chercher, en fait, cette libération, pour pas recommencer. Mm. Se dire que, ouais, les hommes, ça pleure. Les hommes, ça se met en colère, mais ça se met en colère, en fait, quand souvent, ça pleure pas. Ça a d'abord besoin Effectivement. de pleurer, hein. Ou alors, ça va prendre une colère et puis ça va aller chercher les larmes tout de suite. Mm. Parce que c'est les larmes qui ont besoin de sortir, c'est nos larmes qui ont besoin de sortir. Et puis les larmes Effectivement. d'un homme, c'est les plus belles larmes du monde. C'est le baume sacré qui répare tout. J'ai- Ça me fait penser à. J'ai vu une vidéo il y a quelques mois, alors je sais plus, hein, sur les réseaux sociaux, en fait, d'un gars qui est au bord d'une piscine, mais c'est un tout petit, tout sec, tout nerveux, et puis qui s'engraine avec un gars, c'est une sorte de Maori, c'est gros, ventripotent et tout. Et il l'insulte, il était en colère et tout. Et l'autre, il l'attrape, il le met par terre, il se met sur lui. Et il lui dit, mais en gros, en fait, je sais pas, mais je résume, il dit, mon frère, pourquoi t'es en colère? Vas-y, lâche, quoi. Et l'autre, il est en colère, il est en colère, il est en colère, le petit, mais vu qu'il peut pas bouger, il est dessous. Et jusqu'à un moment où il craque, et l'autre, il finit dans les bras, et le mastoc, il le prend dans ses bras, jusqu'à que Mais l'autre, il lâche, et il pleure. Et en fait, de se rendre compte qu'il était en colère, justement, parce qu'il était triste à l'intérieur de lui, et que ça sortait, et qu'il incendiait les autres et tout. Mais cette force, cette compassion de pouvoir dire, au lieu de me mettre en colère contre toi, je vais te traquer jusqu'à que tu puisses voir ce qu'il y a derrière pour toi, parce qu'en lâchant ça, tu vas être apaisé, quoi. Mais c'était magnifique, quoi. bah ouais, Et je trouvais ça, mais j'ai été hyper touché de pouvoir voir la beauté de ce moment où qu'un homme il puisse se laisser l'opportunité à un autre homme de se dire mais vas-y quoi, lâche-toi la grappe et tu vas voir que tu vas être en paix quoi. Si t'osais ouais. pleurer et voir que t'es pas bien quoi. Et c'était magnifique. Bah ouais, puis ces hommes entre eux, c'est aussi, en fait, c'est de la fraternité, ce dont tu parles. C'est de la fraternité, la plus belle fraternité, en fait. C'est être là les uns pour les autres. C'est marrant parce que tu parlais de guerrier tout à l'heure. Et je sais que le guerrier, voilà, c'est un archétype du masculin, un archétype de l'homme, du masculin. Mais moi, je crois que les guerriers, la notion de guerrier elle-même est mal comprise. Pour moi, être un guerrier, c'est pas aller trouver la peau de ses voisins. Pour moi, être un guerrier, c'est accepter d'aller visiter ses ombres. C'est là qu'on est un guerrier. On est un guerrier quand on accepte d'aller pleurer, d'aller vivre l'émotion, peu importe ce que c'est comme émotion. Il est là le vrai courage du guerrier. Aller trouver la peau de ses voisins, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a sincèrement aucun intérêt. Par contre, aller utiliser cette même détermination pour aller visiter, pour recevoir toutes les émotions qui se présentent dans notre vie, ça oui, Mm. ça c'est intéressant ça. Ça va nous servir à quelque chose ça. Mm. Mm. Et cette notion de guerrier, pour moi, elle est vraiment importante moi, c'est comme ça que je la défends, hein, que je la véhicule. C'est, faut pas se méprendre. Un guerrier, ça lui sert à rien les armes. Il a pas besoin d'armes, un guerrier. Un guerrier, voilà. Jouer à la guerre, c'est pas drôle. Se trouer la peau, ça ne sert à rien, c'est inutile. Ça fait juste, de la souffrance, en fait. Ça fait juste des douleurs, des choses comme ça. Mais si on utilisait cette puissance-là au service de la vraie vie, au service de ce qui nous rend vivants. On va tous devenir des Jedi, quoi. Des guerriers de lumière après. Bah, si on veut avoir une place dans l'univers, on a plutôt intérêt à aller dans cette direction-là.
Ouais. Parce que l'univers est grand, il nous tend les bras. Mm. Mm. Euh, Maintenant, c'est à nous de savoir est-ce qu'on est capable de faire vraiment société ensemble? Est-ce qu'on est capable de créer une humanité qui tienne la route? Est-ce qu'on est capable de... Moi, je pense que pour créer une humanité qui tienne la route et une vie sur cette planète qui tienne la route, il faut qu'on aille en fait vers ce genre de choses, vers le fait d'être des maîtres en fait de nos émotions, d'être des maîtres de nos pensées, d'être des êtres évolués, éveillés. Hein. Une nation aveugle ne va nulle part. Mm. Notre Et puis je pense que humanité, elle a besoin de s'éveiller et de continuer à le faire très fort. et puis dans l'écueil sociétal dans lequel on est, en fait, plus moi j'ai l'impression qu'il y a eu des gros mouvements qui ont poussé l'homme là-dedans parce qu'il était manipulable. Alors que plus on va prendre conscience de ses émotions, de ses pensées, de notre monde intérieur, et moins l'extérieur va pouvoir nous influencer, nous modeler, nous conditionner. Donc, si on veut vraiment changer le monde et la société dans laquelle on vit, on ne peut pas faire sans, Ah parce que non? sinon, ça veut dire que c'est l'extérieur qui va commander toutes nos profondeurs, et que là, on sait déjà ce que ça donne parce qu'on est en plein dedans, quoi. Bah oui. Donc, il faut changer le logiciel et y mettre un peu de notre logiciel à nous, quoi. Mm. Ouais, c'est être souverain. Et Mm. un être souverain, ça peut pas être un être autre que entier. On ne peut pas être un demi-souverain. Être souverain, c'est être un être entier, c'est-à-dire être un être physique, émotionnel, spirituel. Voilà, c'est être un être entier, c'est-à-dire accepter d'avoir tous ces potentiels, toutes ces sensibilités, toute cette réalité à l'intérieur de nous. Et la souveraineté, c'est un vaste programme. Mais on en est très très loin parce que on n'a pas appris, on nous a appris justement que c'était pas nous les souverains. Mm. On nous a appris qu'il fallait obéir. On nous a pas appris à créer, on nous a pas appris à penser, on nous a pas appris à voilà à sentir. Mais on peut le faire maintenant. Ouais, Et c'est à c'est ça vrai que que. servent les coachs. Les coachs servent à ça. Les coachs, ils servent à aider les humains à se souvenir de comment ce qu'on fait, de ce qui se passe quand on est vraiment dans nos pensées, quand on est vraiment dans nos émotions, quand on est vraiment dans notre corps, dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe quand Mm. on est nous aux commandes? Ouais, en fait, ça va être à chacun d'œuvrer. Tous ceux qui ont déjà traversé, il faut qu'ils allument la lumière pour que ceux qui soient dans l'obscurité ils puissent dire, et en plus leur dire, allez, c'est par là, venez, venez, Ouais, venez voilà, nombreux. voilà, tranquillement. Allez, c'est par ici. C'est vraiment par là qu'il faut aller parce que regarde, on s'amuse bien quand même. Ouais, on va tous œuvrer, se met en œuvre déjà tous pour ça, hein. Bah, c'est ce Ouais. qui est beau, moi, je trouve, en ce moment. C'est, enfin, en ce moment, depuis quelques années, quand même. En fait, on est tellement nombreux sur notre planète, on met tellement de pression sur notre écosystème qu'on n'a plus le choix d'évoluer. Et que notre prochaine évolution, c'est pas notre corps, c'est notre conscience. Et que c'est ça qui se produit. Et que maintenant, tu sais, moi je dis ça, il y a 2000 ans, il fallait t'enquiller des années et des années de solitude dans le désert, dans la forêt, à méditer pendant des années pour avoir un peu d'éveil, tu vois. Et aujourd'hui, maintenant, tu vas au boulot et tout, tu as une telle pression que tu es en burn-out, boum, éveil spirituel. Allez, hop, Ouais, ou alors un petit confinement pendant 2 mois et ça fait une retraite, quoi. voilà, un petit confinement pendant un mois, boum, allez. Et en fait, c'est tellement mûr, on est tellement prêt à cet éveil que ça se fait de plus en plus facilement, en fait. Maintenant, il n'y a pas besoin d'aller pendant des années dans un monastère pour avoir un éveil spirituel. Il n'y a pas besoin. Maintenant, la seule chose dont il y a besoin, c'est d'être ouvert. Et il y a tout ce qu'il faut. Tout est là pour qu'on s'éveille, tout est là pour qu'on apprenne à faire autrement. Donc c'est chouette. Et comme tu dis, que ceux qui l'ont déjà fait tiennent le flambeau pour les autres parce qu'il y a du monde à passer. Hmm. Ah, je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Yes. On va un peu clôturer notre interview. Moi, c'est bon, on aurait Yes. pu rester encore des heures aussi. J'adore ça, moi. Mais voilà, je, je cadre un peu le temps. Euh, est-ce que tu as envie de rajouter un dernier truc avant
qu'on termine, puisqu'on était sur des belles paroles déjà. Ben, merci. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, d'avoir échangé avec moi. Merci d'avoir créé cet espace. Hmm. Merci. Merci, Elise. Eh ben pour tous les gens qui nous regardent, bah, si vous aimez tous les interviews d'Homme en Lumière, n'hésitez pas à liker, partager. Si vous voulez retrouver Elise en description, vous aurez les liens pour retrouver comment il accompagne et le contacter. Voilà, en tout cas, ben, merci de nous suivre. Chaque fois, c'est un plaisir. C'est toujours des super rencontres. Merci, Elise, d'avoir joué le jeu, de te dévoiler. Et puis à bientôt alors. Yes. Au revoir tout le monde.